Voilà, du coup, je propose qu'on commence. Donc, voilà, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et donc, bienvenue à ce webinaire dédié à la démocratie délibérative en ligne. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être tout d'abord de nous présenter, donc de présenter Citizen Lab, qui on est, mais aussi de permettre à Stéphane et Dimitri, qui nous ont rejoints aujourd'hui, de présenter leurs organisations et leur rôle. Ensuite, je vais donner rapidement une petite introduction au concept en fait, de délibération, expliquer de quoi il s'agit. Et ensuite, on va avoir un échange avec Stéphane et Dimitri sur la délibération. On va en discuter, comprendre un petit peu quels sont les challenges du concept, quel est l'intérêt en fait, de ce type d'innovation démocratique. Et finalement, pour ceux qui nous ont rejoints, comme j'expliquais, je vais vous présenter quel type d'outils on peut utiliser aujourd'hui sur les plateformes Citizen Lab pour en fait, pouvoir faire de la démocratie délibérative en ligne à distance. Et puis finalement, on prendra du temps pour répondre à vos questions. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions tout au fil de la présentation dans l'onglet questions-réponses dans votre Zoom. Et alors, on prendra le temps à la fin de la réunion, de la présentation, pour y répondre. Donc, je propose qu'on passe directement aux présentations. Donc, je vais peut-être commencer. Donc, moi, je m'appelle Hugo de Brouwer, je travaille pour Citizen Lab. Et donc, moi, mon rôle, en fait, au sein de Citizen Lab, c'est d'être la personne de contact pour toutes les villes, communes, organisations avec lesquelles on travaille, pour les accompagner, en fait, dans l'utilisation de notre plateforme et les aider aussi dans leur orientation en termes de participation citoyenne et donc une orientation stratégique aussi à ce niveau-là. Et donc, Citizen Lab, en fait, on est une plateforme de démocratie digitale à destination des collectivités et des citoyens. Donc, en fait, on met à disposition des collectivités, des villes, des communes, des organisations, des outils, différents types d'outils pour pouvoir impliquer les citoyens dans la vie politique. Et donc, pour pouvoir faire beaucoup de participation citoyenne, on va avoir différentes méthodes, et aussi, depuis récemment, de la délibération en direct. Alors, je vais peut-être maintenant passer la parole à Dimitri pour que tu te présentes. Bonjour à tous, merci Hugo. Bonjour à tous, content d'être ici. Donc Party-Cities est une organisation qu'on a fondée il y a déjà 6 ans et qui a pour vocation de fournir des services d'innovation démocratique aux institutions politiques, donc principalement des villes, des parlements, des ministères, des gouvernements. Et donc l'idée ici, c'est de rassembler des citoyens dans leur plus grande diversité, d'où la petite image Lego que j'ai mis, qui représente en fait un panel citoyen. On a l'habitude dans ces panels de les composer grâce au tirage au sort stratifié, qui est une technique qui permet vraiment de faire émerger un groupe de citoyens très diversifié, qui n'est pas représentatif de l'espace géographique sur lequel on travaille et qui permet, grâce à l'intelligence collective, de faire émerger alors des propositions, des solutions, des résolutions citoyennes qui viennent alors alimenter l'institution politique qui nous a demandé de travailler avec eux et donc améliorer les politiques publiques puisque réfléchies, co-créées avec un panel diversifié. Voilà, on fait beaucoup d'autres choses, mais c'est le cœur de notre métier, c'est vraiment la citoyenneté au service des institutions politiques et des politiques publiques. Et alors, Stéphane, merci Dimitri. Oui, merci Hugo, merci Citizen Lab, ravi d'être avec vous tous. Donc Democracy, c'est une structure que j'ai créée après avoir publié un ouvrage dont le titre est Petit manuel de créativité politique, j'ai toujours avec moi. Parce que la préoccupation qui est la mienne derrière Democracy et toutes ces questions dont on va parler aujourd'hui, c'est celle d'aider, de mettre en capacité les autorités publiques à apporter des réponses plus efficaces aux grands enjeux d'aujourd'hui. Et cette préoccupation, elle m'est venue après une vingtaine d'années en politique, dont au moment où j'ai écrit ce bouquin, quelques années en tant que directeur à la Fondation européenne pour le climat. Donc vous imaginez un défi tel que celui-ci, on connaît les solutions politiques, techniques, économiques, on a toutes sortes d'outils, et pourtant on n'y arrive pas. Et donc comment on peut faire pour, comme dit le sous-titre du livre, libérer l'audace collective, comment on fait pour amener de l'intelligence collective, qui comprend bien sûr l'apport des citoyens, mais d'autres parties prenantes également. Voilà ce qu'on essaie de faire, et donc ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Alors, donc, je pose maintenant, donc on passe à une introduction donc sur le concept de délibération. Donc là, je vais un peu donner donc, une définition qui est la mienne, qui est la nôtre. Et après, l'objectif, ça va aussi être dans notre échange, dans la troisième partie, que vous la complétiez, donc Stéphane et Dimitri. Alors, peut-être rapidement avant de commencer, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire, peut-être rappeler rapidement le contexte dans lequel on est. Donc, avec la crise du coronavirus et les mesures de distanciation sociale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression pour le moment donc, sur les gouvernements locaux, pour tout ce qui est prise de décision locale. Et donc, comment, en fait, le grand challenge aussi auquel sont confrontées en fait, les collectivités, c'est comment assurer la continuité démocratique dans ces moments de crise et donc avec quels outils. Donc, comment est-ce qu'on pourrait organiser ça en ligne, hors ligne, de quelle manière. Et donc voilà, donc c'est vraiment aussi une période maintenant particulière qui accélère en tout cas les réflexions autour de ce sujet. Alors, pour ce qui est de la délibération, donc, qu'est-ce qu'on entend par délibération? En fait, quand on va lancer un processus délibératif, l'objectif, en fait, ça va vraiment être de former des groupes de citoyens divers et variés, avec des expériences personnelles qui sont différentes. Et ensuite, on va inviter ces groupes de citoyens à interagir, échanger sur toute une série de thématiques, de sujets précis ou de problématiques, dans le but de pouvoir prendre une décision ensemble. Et l'objectif, donc, idéalement, c'est d'arriver à un consensus. Et donc, comment est-ce qu'on atteint en fait, ce consensus dans cette prise de décision? En fait, on part du principe que les expériences en fait, diverses des participants dans ces groupes vont favoriser en fait, toute une série d'échanges de points de vue, la négociation aussi et la formation au final d'opinions qui sont plus abouties afin de prendre des décisions donc, qui sont plus éclairées. Et donc, on part vraiment du principe qu'on a une intelligence collective qu'on va pouvoir en fait, mobiliser pour mieux comprendre les sensibilités de tout un chacun, pour ensemble, avec ce groupe d'individus, de citoyens avec des expériences diverses, arriver à un consensus et prendre une prise de décision qui convient au plus grand nombre. Alors, on parle beaucoup de délibération et de participation, sauf que voilà, il y a quand même quelques différences, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, les deux concepts, en fait, la participation citoyenne et donc la démocratie participative ou la démocratie délibérative, en fait, les deux concepts ont tous les deux à cœur en fait, de ramener le citoyen au centre du monde politique, du paysage politique. Mais on ne peut pas non plus substituer un concept et l'autre. Donc, la différence en fait, entre délibération et participation, c'est que la délibération, elle va vraiment se concentrer sur la discussion et sur le débat, et pour pouvoir prendre une décision. Donc, vraiment amener les citoyens à atteindre, enfin, les membres de la délibération, les différents groupes de citoyens, à atteindre une forme de consensus pour qu'on puisse prendre une décision ensemble. Alors que la participation, elle va plus se baser vraiment sur l'action du citoyen. Et là, on va plus permettre aux citoyens de faire des propositions, donner son avis. Et donc, si on prend l'exemple concret, la participation, ça va être répondre à des enquêtes, mieux comprendre certaines problématiques, permettre aux citoyens de partager des idées innovantes et même, pourquoi pas, lancer un budget participatif et permettre aux citoyens de décider dans le cadre du budget participatif. Mais on est beaucoup plus dans l'action et moins dans la décision, dans la co-construction d'une décision ensemble, et alors toujours basée, comme je le disais, sur un consensus, donc avec ces objectifs d'atteindre un consensus. Donc là, c'est vraiment la différence entre délibération et participation. Et donc ensuite, quelle est la grande plus-value en fait, d'un processus délibératif? On se rend compte que dans les processus d'hier et en fait assez souvent d'aujourd'hui, comment ça se passe? Au début, donc, on va avoir certains individus dans le monde politique qui vont démarrer une réflexion sur un sujet. Ils vont ensuite prendre une décision, ils vont annoncer la décision, et puis on va avoir tout un groupe de citoyens qui va s'opposer à cette décision. Il va falloir en fait, donc, vraiment pousser pour la mettre en place, on va devoir l'implémenter, et on va même parfois devoir abandonner la décision qui a été prise. Alors que si on implique les citoyens bien en amont dans toute cette réflexion, déjà on va démarrer sur base d'une initiative plus collective. Donc, on va être sûr déjà qu'on adresse des sujets et des problématiques qui tiennent au cœur des citoyens. Ensuite, les différents citoyens, donc, grâce à ces différents processus délibératifs, vont pouvoir s'impliquer, délibérer ensemble et finalement prendre une décision sur base du consensus, comme on le disait. Et donc, finalement, ces citoyens, au lieu de s'opposer aux propositions qui leur sont faites, ils vont maintenant la promouvoir. Et bon, évidemment, il va aussi avoir certains citoyens qui vont s'y opposer. Faut pas,
on ne va pas être dans un scénario parfaitement idéal du jour au lendemain, mais c'est vraiment la logique, c'est que les citoyens en fait, se réapproprient les décisions politiques qui sont prises et deviennent vraiment acteurs de leur changement pour ensuite du coup l'implémenter ensemble. Alors, donc voilà, je propose maintenant du coup qu'on passe à la troisième phase et donc que Stéphane et Dimitri, vous puissiez compléter un peu ce que j'ai expliqué. Et donc pour ça, j'ai préparé quelques questions. Donc la première question, là je propose qu'on prenne d'abord une approche un peu méta et se dire, voilà, au vu des événements actuels et différentes crises que nous vivons, donc sanitaires, économiques, sociales, quelles sont en fait les innovations démocratiques dont nos sociétés ont besoin selon vous? Donc voilà, peut-être, je vois que Stéphane, ton micro est déjà allumé, donc tu peux peut-être commencer. Bien volontiers, merci Hugo pour cette introduction. De quelle innovation démocratique on a besoin? J'ai envie de dire toutes. Pourquoi? Parce que cette crise, elle montre bien à quel point nos sociétés sont de plus en plus dans un monde qu'on appelle dans le jargon VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, que des crises se multiplient, sont de plus en plus interdépendantes et donc nécessitent de l'appropriation par la collectivité pour aboutir à des solutions plus rapides. Et dans cette optique, la délibération est un outil pour peser le pour et le contre. D'ailleurs, si je peux me permettre, Hugo, de revenir sur la notion de consensus sur laquelle tu insistais, pour moi, ce n'est pas le mérite principal de la délibération. La délibération, elle permet de peser le pour et le contre, d'évaluer différentes options en bonne intelligence, de réfléchir, de s'écouter. Alors que la notion de consensus, étymologiquement, c'est l'accord, l'adhésion, voire l'unanimité. Et souvent, elle a cette notion. La délibération n'implique pas de se mettre tous d'accord. Par contre, elle vise à faciliter la décision. Donc voilà, pour ceux qui entendraient consensus comme unanimité, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on entendrait consensus. Et donc, par rapport à ça, les innovations démocratiques qu'on va rechercher, ce sont, selon moi, toutes celles qui permettent d'apporter plus d'inclusion, c'est-à-dire plus de participation large, plus de diversité cognitive, de diversité de perspectives dans le débat politique, et plus d'outils de participation, délibération, idéation, co-construction, évaluation participative des politiques publiques, etc. Donc, pour donner des exemples, on a toutes sortes de nouveaux formats de ce type qui émergent, des Policy Labs comme le EU Policy Lab ou le UK Policy Lab ou d'autres. On a des formes de participation qui sont informées par le monde du jeu, la gamification. Récemment, on a vu un exemple intéressant au niveau européen avec une fédération européenne qui a complètement réinventé sa politique avec ce type d'outils. On a des approches du type challenge public, public challenges, où une autorité publique va donner un prix pour résoudre un problème et donc on va faire appel à la foule, entre guillemets, pour résoudre le problème. On a toutes sortes d'approches de ce type qui sont des innovations démocratiques dans le sens où elles augmentent la démocratie, elles complètent la démocratie représentative pour apporter ces trois éléments que j'évoquais, inclusion, diversité cognitive et outils de réflexion. Voilà, donc je pense qu'il les faut toutes et il faut les cultiver, il faut les faire connaître. Merci. Dimitri? Merci Hugo. Donc oui, il en faut beaucoup, il en faut, et l'innovation, bien, elle doit émerger, continuer à s'inventer hein, à travers de nouvelles idées. Moi, j'ai envie de partager deux choses. Avec la crise qu'on a vécue, on s'est retrouvé, je vais prendre l'exemple très précis du Exit Strategy Group, qui était composé de 7 experts du monde politique et entrepreneurial, ainsi qu'académique et scientifique, qui se sont réunis et qui ont décidé comment on allait déconfiner la Belgique. Et ce, en complète déconnexion des citoyens. Ces 7 experts, hautement éduqués, etc., était, je pense, hein, c'est un jugement, mais je pense très au fait de ce qui se passait dans certains logements, dans certains quartiers, dans certains groupes de population qu'ils ont probablement, peut-être même jamais côtoyé de leur vie. Et donc, aller permettre
donc ce groupe d'experts aussi a reçu un nombre incroyable de lettres, de cartes blanches, d'avis de secteur Horeca, de secteur du clubbing, du secteur du non-marchand, etc., etc., qu'ils ont lu ou pas lu ou fait lire par leurs assistants, etc. Alors qu'on aurait pu très bien imaginer que ce groupe d'experts soit accompagné d'un groupe de citoyens tirés au sort, et peut-être aussi un groupe de citoyens plus engagés ou associatifs, et qui puissent, eux, accompagner cette réflexion de déconfinement et venir sur certains points, parce qu'on sait que ce Exit Strategy Group a eu des problèmes, parce que le politique ne s'entend pas toujours avec l'académique, etc. En tout cas, ils ont des visions différentes. Et justement, ces nœuds qu'eux avaient dans leur réflexion auraient pu être soumis à un groupe de citoyens tirés au sort qui auraient pu dire, mais oui, mais là, pourquoi on ne prendrait pas cette approche-ci? Et donc, accompagner l'expertise de l'expérience de vie. Et je pense que l'innovation aujourd'hui démocratique, elle doit surtout pousser vers ça, vers l'accompagnement des expériences de vie des uns et des autres, que ni moi, ni Steven, ni Hugo pouvons des fois toucher. On ne connaît pas toute l'entièreté des profils sociodémographiques qui existent, etc. Et donc, pouvoir permettre au fait à ces gens qui vivent des vies qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas celles des autres non plus, puissent s'exprimer et dire, mais écoutez, dans nos quartiers, dans notre type de famille, dans notre type de vie, eh bien, c'est ces choses-là qui se passent. Et donc, ce que vous dites ici, attention, n'oubliez pas ça. Vous manquez ces éléments-là. Je pense que ça, c'est un aspect qui pourrait, dans des moments de crise, fortement améliorer les décisions politiques et donc publiques. Et l'autre, c'est l'innovation peut-être un peu plus léger, mais je veux quand même le partager, c'est rapprocher le citoyen de l'institution politique. Et donc, sans faire de la politique. Et je partage ici, on est en train de commencer à travailler avec un parlement, un des parlements belges, sur un escape game. Et donc, on va rassembler des jeunes dans ce Parlement et avec des scénaristes professionnels qui ne font que de l'escape game et des jeux de société, etc. On est en train d'essayer d'imaginer un jeu qui leur permettront de découvrir le lieu, simplement déjà le lieu d'un Parlement, et jouer entre eux. Et alors, on va rassembler des jeunes d'horizons différents, de Charleroi et de Uccle, pour être très caricatural, par exemple. Et donc, les faire se discuter entre eux et réussir à les faire sortir de ce Parlement, ou en tout cas arriver dans l'atrium ou dans la partie centrale où il y aura alors un petit drink ou quoi. Et donc, donc les énigmes vont tourner autour du parlementarisme ou du rôle d'un Parlement, etc., mais tout le plus ludique possible. Et donc, c'est aussi de l'innovation. Ça permet à des gens qui peut-être jamais ne mettront le pied dans un Parlement de le faire et déjà de découvrir simplement le lieu, et pas seulement son hémicycle, aussi ses couloirs, ses bureaux, ses toilettes, et donc un petit peu vivre ça de l'intérieur pour commencer à comprendre aussi ce que c'est la politique et s'en rapprocher et comprendre que la politique a une place dans leur vie, puisque c'est quand même ce secteur-là qui décide beaucoup de choses qui ont un impact énorme sur leur vie. Ok, merci. Voilà, donc ce qui a l'air dans un cas de ressortir, c'est l'importance vraiment donc de ramener le citoyen au centre donc, des réflexions politiques, du schéma politique, de l'horizon politique, et en fait qu'on on bénéficie en fait de l'intelligence collective et des expériences de tout un chacun dans nos décisions qu'on prend au niveau collectif en tant que société. Alors, peut-être pour maintenant repartir un petit peu sur la délibération. Donc là, Stéphane, tu as déjà un petit peu répondu. Quelle est ta vision à toi? Donc, comment, en fait, quelles sont pour vous donc, les principales différences entre participation citoyenne classique et délibération? Et quels sont en fait les avantages de la délibération et comment combiner les deux? Donc là, Stéphane, tu avais déjà dit, donc, pour toi, le concept de consensus sur lequel j'avais beaucoup insisté est moins important. Le plus important pour toi, c'est plus de peser le pour et le contre. Et justement, comme on l'a dit juste avant, de le mettre en perspective avec les expériences de chacun. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà, peut-être Stéphane. Bien volontiers. Pour moi, le grand mérite de la délibération, c'est ce que le philosophe Jürgen Habermas, qui est une des références sur le sujet,
appelle la force non forcée de l'argumentation, forceless force of the better argument. C'est-à-dire qu'on va effectivement apporter de la convergence, de l'adhésion, non pas par le jeu le rapport de force habituel, mais par la force de l'argumentation. On s'écoute, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on a une confrontation de points de vue sur des enjeux complexes. Et on le voit sur la crise du Covid, comme le disait Dimitri, il y a des choix qui sont d'ordre factuel, scientifique, et les experts ont toute leur place, les citoyens n'ont pas la réponse à tout, mais il y a aussi des choix qui sont d'ordre des choix de société, des préférences, des priorités, des choix éthiques, etc., où l'expérience citoyenne a toute sa place. Et là, la délibération, c'est la manière de les mettre en capacité de s'approprier. Et elle ne se fait pas toute seule, hein, elle a beaucoup de mérite si on s'en donne les moyens, on pourra certainement y revenir, mais elle ne se fait pas toute seule. Donc, on le voit sur la crise du Covid, quels sont les enseignements, qui va les tirer. On le voit en ce moment sur les questions de racisme, d'examen du passé colonial. Quelle est la bonne attitude à avoir? Est-ce qu'il faut déboulonner des statuts ou non? Ce ne sont pas des questions qu'on peut laisser à un simple débat politique, une confrontation en mode match politique. Il faut s'en donner les moyens. Mais je dirais aussi, pour être un petit peu peut-être moins consensuel pour le coup, que la délibération, elle n'a pas la réponse à tout. Il y a une chose pour moi qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est qui définit l'agenda des délibérations. Donc, on a de plus en plus d'exemples d'associations des citoyens, des délibérations politiques, donc c'est très bien, mais qui définit l'agenda de ces délibérations? Et puis l'autre chose auquel Dimitri et moi sommes, comme toute la communauté de ceux qui essayons d'œuvrer à cette délibération, auquel nous sommes très attachés, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces délibérations? La délibération, aussi bien organisée soit-elle, doit être utile, sinon elle ne fait que renforcer le sentiment de déconnexion des citoyens. Elle doit permettre d'apporter des solutions, elle doit permettre d'informer la décision politique, elle doit être traitée avec transparence, etc. Donc, la délibération, elle a beaucoup de mérite, mais un, il faut s'en donner les moyens. Deux, elle ne suffit pas toute seule. Voilà. Merci. Dimitri? Alors, la délibération, tout va dépendre de qui délibère. Et donc, une délibération entre les militants d'un parti politique n'a rien à voir avec la délibération d'un panel de citoyens tirés au sort. Je vais m'attarder évidemment sur la deuxième solution, puisque c'est sur celle-là qu'on travaille beaucoup. La délibération d'un panel ou d'un groupe de citoyens diversifiés, qu'il ait été tiré au sort ou pas, mais en tout cas qui ne se connaît pas, qui n'a pas le même profil sociodémographique et les mêmes opinions, avant tout, elle permet le respect des uns et des autres et la compréhension des vies et des enjeux des uns et des autres. Et c'est ça ce que les premiers jours d'une délibération, c'est toujours ce qui me fascine, c'est ce respect qu'il y a. Alors, le respect, il est instauré grâce à la qualité de la modération et de la facilitation. On ne sait pas faire de délibération citoyenne sans des gens comme Steven et d'autres qui sont des fantastiques facilitateurs et modérateurs. Et donc, il faut instaurer ce climat de confiance, ce climat de sécurité, de prise de parole et qu'on ne sera pas jugé pour ce qu'on dit. Et donc, si cette délibération fonctionne bien, eh bien, elle peut vraiment, je pense, alimenter, inspirer le politique et donc, comme j'ai dit plus tôt, améliorer les politiques publiques. Quant à la participation citoyenne classique, c'est un petit peu, enfin, je ne suis pas sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde par rapport à ce que ça veut dire. La participation citoyenne, en tout cas, si on ne fait pas des efforts pour pousser la diversification, eh bien, cette participation, elle peut être riche aussi, je ne la critique pas, mais c'est souvent, en tout cas ce que j'observe, c'est souvent un processus d'idéation individuelle. Et donc, c'est des individus qui viennent proposer leur idée pour leur quartier, pour leur ville, pour leur pays, mais de manière complètement individuelle parce qu'ils l'ont réfléchi soit seuls, soit avec un groupe d'amis, soit en famille, etc. Et donc, la délibération, en fait, elle permet d'enrichir ces positions, ces idées, ces propositions qui sont normalement
plus individuelle dans les processus de participation citoyenne dite classique. Alors, quels sont les avantages de combiner les deux? On a expérimenté avec un quartier, récemment avec un quartier de Bruxelles-Ville, où on a fusionné, on fait des processus de tirage au sort et de budget participatif. Et donc, on a tiré au sort en petits groupes. Normalement, on tire au sort des assemblées citoyennes, on parle de plusieurs dizaines, si pas centaines de citoyens. Ici, dans le quartier Nederoverenbeek, Mutsard, donc dans le nord de la ville de Bruxelles, on a tiré au sort un petit groupe d'une petite vingtaine de citoyens, un pur tirage au sort, stratifié, hein, une petite vingtaine de citoyens donc de ce quartier-là, donc c'était une grosse dizaine de citoyens accompagnés de membres de l'associatif, donc de citoyens plus engagés, plus organisés. C'est un groupe de 17 personnes qui sont rentrées dans un processus de délibératif qui devait être présentiel, mais on l'a fait online, on peut en parler un petit peu après, et qui a dû identifier les besoins du quartier pour cette année-ci et l'année prochaine, les besoins prioritaires. Et donc, ces besoins prioritaires, il y en a 6 qui ont émergé, sont maintenant soumis à un processus de budget participatif. Donc ici, on a pris un groupe diversifié, très diversifié, c'était une réussite, le tirage au sort a vraiment bien fonctionné, et ils ont dû se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut améliorer l'année prochaine grâce à 1 million d'euros qui est soumis au budget participatif dans notre quartier. Et ces 6 priorités sont maintenant en ligne. Et donc là, l'ensemble des citoyens de Nederoverenbeek peuvent proposer des idées concrètes quant à améliorer les priorités qui ont été identifiées par ce groupe tiré au sort. Donc ici, on a vraiment mélangé des processus de délibération, parce qu'il y a eu 3 grands moments de délibération, il y en a un 4e à la fin du mois, et des processus plus classiques et du budget participatif qui existe depuis presque 30 ans maintenant. Ok, merci. Donc en fait, on voit vraiment bien que les deux se combinent. En fait. Donc on peut avoir des propositions dans un premier temps qui vont être plus individuelles, comme on le disait, et puis après, sur base de ces propositions qu'on va recevoir, alors après rentrer avec des plus petits groupes de citoyens, idéalement tirés au sort, donc qui ont comme ça des expériences diverses et variées. Et en fait, après, on va donc partir de ces propositions individuelles pour y réfléchir collectivement et en fait arriver à une prise de décision, en tout cas une proposition qui est plus collective au niveau du groupe. Alors, on a déjà aussi donc un petit peu réfléchi, on a déjà un peu discuté de tout ce qui était barrière à la délibération et aussi donc comment aussi lancer concrètement une délibération. Peut-être rapidement, donc, moi si je vois, donc si je repensais à quelques barrières à la délibération, on avait dit la difficulté de toucher donc des groupes de citoyens qui sont variés. Donc là, peut-être Dimitri, tu disais on va peut-être y revenir, peut-être discuter un peu plus là-dessus. Donc comment est-ce que vous avez fait ce tirage au sort et donc quelles sont aussi les différentes barrières que tu rencontres en général quand tu lances des processus délibératifs? On parle de délibération digitale ou on parle de tirage au sort en général? Donc là, ici, parce que vous faites beaucoup de délibération qui est en présentiel, donc ici, vu qu'on est aussi dans une logique de délibération digitale, quels sont les challenges que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les challenges que vous voyez directement le jour où on va lancer délibération digitale, par exemple avec le type d'outil que celui que je vais présenter juste après. Bon, et donc il y a plusieurs... enfin, c'était étonnant parce que donc avec la crise du Covid, on s'est lancé donc moi j'ai participé à 2 grands projets. Et il y avait donc le conseil de quartier de Nederoverenbeek, je vais en parler brièvement, qui s'est réuni, lui, 3 grandes matinées. Et donc là, la barrière, on a pensé que la barrière allait être la chaleur humaine. Donc lorsqu'on fait de la délibération en présentiel et qu'on travaille avec des facilitateurs, modérateurs professionnels, ils instaurent un climat de chaleureux, de sécurité, d'opinion, etc. Et donc, il y a vraiment quelque chose où on est tous à bord pour améliorer notre quotidien, notre vie, notre société.
Et on pensait que donc, à travers, on a utilisé Zoom ici, à travers le Zoom, on allait perdre ça. Mais finalement, on en a perdu. On a perdu un peu de chaleur humaine, mais beaucoup moins qu'on a pensé. Ça a été la première leçon, c'est qu'au fait, les gens sont toujours quand même à bord, très respectueux, à l'écoute des uns et des autres. Et donc, c'était une surprise qu'on a quand même ressenti cette chaleur humaine, même à travers les applications. Alors, un des grands défis aujourd'hui, à niveau bruxellois et belge fédéral, c'est l'interprétation. Et donc, ça, c'est un défi qu'on est en train de solutionner grâce à des nouvelles applications et des partenariats qu'on est en train de fonder ici. On pourrait peut-être en parler dans la deuxième partie sur les outils. Mais donc, en effet, le problème des langues, il est déjà problématique en présentiel, enfin, ce n'est pas problématique, mais il demande une grande attention pour que tout le monde puisse s'exprimer dans ces langues, etc. Le niveau belge, mais aussi le niveau européen, encore plus complexe. Mais à niveau du Zoom pour Nedervoornbeek, c'était vraiment un vrai challenge pour que tout le monde puisse s'exprimer dans sa langue et que tout le monde se comprenne. Ensuite, il y a aussi les aspects compliqués, c'est qu'on ne bouge pas. On est au fait derrière son écran. Pour peut-être la plupart d'entre nous qui participons à des webinaires, ça paraît normal, mais pour beaucoup de gens, c'est pas tellement, c'est pas leur quotidien en fait. Et donc de rester derrière un écran ou le plus souvent en fait un téléphone parce qu'ils n'ont pas un ordinateur avec une webcam, etc. En tout cas pas tous. Là, il y avait un vrai challenge. Et donc, comment les faire bouger? Alors là, on a été assez créatif aussi. On a fait des pauses musicales, par exemple, où on lançait un clip vidéo. On disait c'est une pause de 5 minutes, levez-vous, dansez, etc. Et donc, il y en a qui ont joué le jeu, d'autres pas, c'est pas grave. Mais ça leur a permis de se lever, de bouger, d'aller chercher un café, d'aller à la toilette, etc. Et quand cette pause musicale se terminait, ils savaient, quand ils n'entendaient plus de musique, ils savaient que ça recommençait. On a aussi essayé de faire beaucoup de choses aussi, pas seulement par la voix et donc par la prise de position grâce à la parole, mais on leur avait fourni par la poste des cartes. Et des cartes qui permettaient au fait de montrer des choses et de s'exprimer en montrant des cartes qu'on avait déjà préimprimées, etc. Donc, il faut essayer d'être créatif, il faut sortir du face-to-face digital qui était vraiment extrêmement embêtant. Il faut utiliser la vidéo, des visuels, etc. Et il faut vraiment essayer d'être assez créatif pour avoir, comme on le fait en présentiel, un rythme qui permet au fait de ne pas être tout le temps dans le même dispositif. Voilà, il y a encore plein d'idées, mais je vais passer la parole à Steven. Steven, les barrières que toi tu vois là-bas à la délibération, et particulièrement digitale? La délibération, ce n'est pas facile en soi. Le spécialiste du sujet, prof à Stanford, James Fishkin, identifie 5 éléments essentiels. Il faut que les participants aient un niveau d'information suffisant. Il faut que les positions qui sont représentées, qui leur sont apportées, soient équilibrées. On ne veut pas qu'ils aient qu'un aspect du débat. Il faut qu'il y ait une diversité de participants, puisqu'on veut qu'il y ait différentes opinions qui se confrontent les unes aux autres. Il faut qu'on crée le contexte que Dimitri décrivait de réceptivité au dialogue, donc d'être en conscience présent dans le débat. Et il faut faciliter le processus pour que non seulement les participants soient prêts intérieurement à écouter, mais aussi qu'on permette le respect de l'égalité des temps de parole, etc. Donc, une fois que c'est dit, c'est des conditions qui paraissent évidentes, mais on se rend compte qu'un débat sur des enjeux politiques, c'est rarement comme ça. Et en ligne, c'est pas forcément plus facile. C'est pas forcément plus facile parce que on sait que le digital peut amener à des bénéfices, peut amener à avoir plus de monde, plus de facilité, etc. Mais ça n'amène pas forcément une implication plus profonde. C'est parfois au contraire plus superficiel. Je me souvenais que sur votre blog, vous aviez un article sur le slacktivism, donc
l'idée qu'on s'implique de manière un peu légère, on clique, etc. Certains parlent de clicktivism. Voilà, donc ça, c'est un peu le danger du digital. Michael pose une question en ligne par rapport aux positions équilibrées, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'assurer dans une délibération que si on aborde un sujet donné, est-ce que c'est approprié de créer un potager urbain dans le quartier, par exemple, ou pas, ben, on va vouloir entendre les pour, les contre, ceux qui ont différentes propositions, ceux qui sont de droite, de gauche, ou que sais-je. On ne va pas vouloir que ceux qui sont pour, sinon ça ne sera pas une délibération. Et donc, il faut vraiment se donner les moyens de ceci. Et le digital peut aider à donner plus d'informations, peut aider à exposer à plus d'éléments, mais ce n'est pas facile. Je prendrai comme exemple la récente convention citoyenne en France sur le climat, où il y avait 150 citoyens qui ont abordé un sujet extrêmement complexe. Ça répond aussi à la question de Dominique et de Michael par rapport à l'implication citoyen-expert. On a des exemples comme celui-ci et plein d'autres où on montre qu'on peut réunir sur des sujets très complexes des citoyens plus ou moins néophytes, mais en leur apportant donc cette première condition d'information, en leur apportant des points de vue différents d'experts qui portent des avis différents. Donc, on peut se donner les moyens de le faire. Et d'ailleurs, cette convention, elle a été forcée par la crise du Covid de finir en ligne. Je pense que si elle avait été conduite totalement en ligne, elle aurait été moins productive. Il n'y aurait pas eu cet échange chaleureux humain au départ, les liens entre les personnes, qui fait que même si on n'est pas du tout d'accord, on s'écoute, on se respecte, et qui fait qu'à la fin, en ligne, de ce que j'entends, parce que je n'étais pas dedans, apparemment, ils ont continué à très bien travailler dans les 2 mois et demi de confinement. Donc voilà, on peut le faire, mais il y a ces 5 conditions à remplir. Oui, Dimitri ? Par rapport à la question de Dominique sur l'exclusion par rapport au travail en ligne, ça c'est aussi quelque chose qu'on a appris. En effet, il y a pour certains une fracture digitale. Alors il y a 2 choses. La première, c'est qu'on a offert au fait aux personnes qui doutaient qu'ils puissent participer parce que peut-être leur téléphone n'avait pas cette fonction, etc. On les a accompagnés, on les a appelés bien avant, donc plusieurs jours avant le débat, que le panel soit réuni, pour leur expliquer ce qu'il fallait installer, etc. Et on leur a aussi offert, s'il fallait, on pouvait leur fournir un iPad ou enfin une tablette, je ne sais plus bien, c'est la ville qui s'est occupée de ça, mais on pouvait leur fournir le matériel. On est en train de travailler aussi avec Steven sur de nouveaux panels aussi qui seront digitaux. Et là aussi, on a, pour les personnes qui ne pourront pas ou qui n'ont pas le matériel, on va créer un hub où ils pourront venir s'installer et il sera un hub en présentiel chez nous. En fait, ce sera un petit peu bizarre, mais ils auront accès à un ordinateur et une caméra et pourront alors participer aussi. Donc ça, c'est la première chose. C'est le matériel qu'il faut, si on fait du en ligne et qu'on veut être inclusif, il faut réfléchir à ça et avoir des solutions techniques de fournir le matériel à ces gens-là. Ils ne sont pas beaucoup, donc ce n'est pas des coûts énormes, ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Et il faut avoir la réponse. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai dit un petit peu avant, c'est vraiment accompagner. On avait dans ce panel quelques-uns qui étaient un petit peu inconfortables avec ça. On les a appelés, on leur a expliqué, on a fait du testing avant avec eux et ils sont devenus, après la 3e fois, des experts de Zoom. Il n'y avait aucun problème. Ils ont appris, c'était super en fait, et ils se sont vraiment pris. Ils ont appris l'outil, mais il faut mettre du temps et des ressources humaines là-dessus. Et de nouveau, c'est des écouter, des patients. Il faut des bons profils. Il faut trouver des bons profils qui peuvent aussi expliquer clairement et patiemment comment utiliser une nouvelle application. Mais il faut tenir ça en tête. Et sur le stratifié, peut-être que je peux revenir là-dessus un petit peu après, parce que c'est pas complexe, un petit peu du débat en ligne à ce stade-ci. Peut-être rebondir sur ce que tu disais. Donc nous, chez Citizen Lab, vu qu'on développe en fait des plateformes aussi de participation, on se rend compte aussi vraiment donc, de l'importance de créer des processus qui sont le plus simple et le plus intuitif possible pour les citoyens, donc justement pour essayer de réduire au maximum cette fracture numérique. Donc c'est vrai que dans tous les outils qu'on développe, on pense toujours à comment les utilisateurs vont pouvoir l'utiliser le plus facilement possible pour que ce soit intuitif, pour que le partage, l'échange soit le plus simple et le plus direct possible.
Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est au centre de nos préoccupations. Alors, peut-être pour passer donc, à la question suivante, ben, justement, Stéphane, tu en parlais, hein, tu parlais, donc tu prenais l'exemple de la consultation sur le climat en France, qui a dû se dérouler finalement en ligne. Donc, comment en fait ben, combiner efficacement les activités en ligne, hors ligne? Et donc voilà, on a dit que c'est très important d'avoir cette chaleur humaine, ces échanges, mais aussi permettre aux citoyens de pouvoir participer à distance sans devoir se déplacer. C'est aussi une facilité, une flexibilité. Donc, comment, selon vous, on peut au mieux combiner ces deux choses? Peut-être Stéphane? Euh, En fait, c'est intéressant parce que la délibération en ligne et hors ligne sont vraiment deux cousins ou deux cousines ou deux frères et sœurs, je ne sais pas, et se complètent très bien. Elles n'ont pas les mêmes qualités, comme on l'a vu. Donc, globalement, moi, je dirais on peut combiner l'intensité de la délibération en personne avec la puissance de la consultation en ligne. D'ailleurs, pour répondre à une question qui était dans les questions de Anne, est-ce qu'il y a une taille de groupe maximale pour mener une délibération digitale? Alors, les études suggèrent, et notre pratique le confirme, qu'au-delà de 18 personnes dans un groupe, on a du mal à mener une vraie délibération. Donc, c'est clair que, et on le vit tous les jours en ce moment avec cette période de confinement, télétravail et autres, une discussion à 18, ça se fait plus facilement en ligne, mais en personne, pardon. Mais donc, il y a des moments dans un processus politique où ça va être plus efficace, plus riche de se concerter en personne, et ça va être parfois, on va vouloir faire appel à une masse de personnes plus grande. Je dirais par exemple, à titre de proposition, que la consultation en amont sur l'agenda, de quoi on veut parler, définir les priorités, quels sont les sujets qui préoccupent ou auxquels aspirent les citoyens, peut se faire en ligne avec la masse des personnes. La réflexion sur des solutions, sur des arbitrages entre solutions, on aura peut-être intérêt à la faire plutôt en personne. Le crowdsourcing, la multiplication d'idées, on l'a vu avec le crowdsourcing sur la constitution islandaise il y a quelques années. Elle a combiné des aspects de cette manière en ligne, où on faisait appel par Facebook, par toutes sortes de canaux à plein d'idées. Et puis, il y avait un petit groupe, un plus petit comité qui en délibérait. Donc, on peut à la fois choisir le bon moment. Et puis, je dirais aussi que quelque chose souvent qui manque à la délibération en personne, c'est la répercussion dans la société. Donc, on le voit avec cette Convention citoyenne sur le climat en France. Elle a eu beaucoup d'écho médiatique. N'empêche qu'il n'y a que 150 personnes qui sont rentrées dans la matière, qui ont maîtrisé ce sujet, qui ont réussi à en tirer une vision un petit peu cohérente de quelles pourraient être les priorités pour la politique française. On l'avait vu aussi avec l'Assemblée citoyenne en Irlande, qui a été très réputée parce qu'elle a amené à l'autorisation de l'avortement après des décennies de blocage. Certes, c'est marquant, mais n'empêche qu'il n'y avait que 99 participants à cette convention, à cette Assemblée citoyenne, et elle n'a eu un écho que parce qu'après, il y a eu un référendum. Donc en fait, on constate dans les deux cas qu'on peut faire des débats dans un petit groupe extrêmement qualitatif, mais si elles n'ont pas un prolongement médiatique ou un prolongement par une chambre d'écho sur Internet. On avait eu ça dans le grand débat en France l'an passé, certains l'ont critiqué, mais c'était quand même une initiative très riche avec des délibérations en personne dans les régions, etc. Et une plateforme avec 2 millions de contributions. Donc si on n'a pas le prolongement média ou plateforme numérique ou par un prolongement type référendum qui amène à un débat, eh bien, ça reste quand même très limité. Le bénéfice de la délibération reste limité aux participants du groupe. Merci. Dimitri? Oui, mais donc je rejoins tout à fait Steven. Hein, donc, ça aborde un petit peu une des questions de Michael aussi, la plus longue. C'est en effet la délibération, il faut la sortir de son huis clos. Et donc, ça a été un challenge depuis le début qu'on forme des panels citoyens. C'est comment faire pour le sortir de son huis clos, de sa chambre close, où 150 ou 40, peu importe, se parlent. Et donc, Steven a parlé de quelques solutions. En effet, c'est de permettre, en tout cas,
que ces délibérations soient transparentes et soient le fruit de chaque rencontre puisse être remonté sur des plateformes web telles que celles que Citizens Lab offre et puisse être aussi débattu par la communauté des personnes volontaires. Ça, c'est vraiment important et c'est ça qui va enrichir le débat aussi. Et donc, pour répondre maintenant plus spécifiquement à comment combiner efficacement le en ligne et le hors ligne, il y a encore 3 mois, 4 mois, on m'aurait dit oui, on va faire du débat en ligne. J'aurais dit jamais de la vie, je ne fais pas ça, ça ne m'adresse pas, je ne fais que du présentiel. On a déjà eu beaucoup d'échanges avec ça, avec Citizens Lab, et c'est pour ça qu'on collabore, qu'on travaille. Et donc, mais aujourd'hui, après les 3 mois de confinement et les expériences qu'on a eues à Bruxelles, en Estonie et en Angleterre, et l'expérience française que Steven vient de citer, je pense que le futur, c'est vraiment une combinaison de délibération en présentiel qui fait vraiment avancer le débat, qui permet aussi des échanges avec des experts, de l'expertise contradictoire et complète, si pas neutre, pour retourner alors à des moments qui peuvent être digitaux sur 2 choses. Un, on peut proposer, donc Steven parlait de groupes de 18. Moi, je dirais, je sais bien que la littérature dit 18, jamais je ne mets des groupes de plus de 10 personnes ensemble pour délibérer ensemble. Donc, un panel citoyen, c'est un groupe de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes, mais ils vont toujours osciller entre des sous-groupes, chez nous, c'est entre 7 et 10, grand maximum 10, entre 7 et 10, pour revenir après en plénière, pour repartir alors en sous-groupe, pour revenir en plénière. Et donc, les sous-groupes sont toujours chez nous entre 7 et 10 personnes. Et donc, ce qu'on sait maintenant, suite à cette expérience Covid, c'est qu'on va combiner au fait des moments de présentiel, qui est aussi entre la plénière et les sous-groupes, mais on va permettre aussi à des sous-groupes de s'organiser et entre les réunions présentielles, de pouvoir se réunir. Et si un groupe de 5 à 7 personnes a envie de discuter, ils peuvent se réunir et discuter de ça. Ça, c'est la première chose. Et donc, on peut encore permettre du débat alors que tout le monde est chez soi, dans les 4 coins de la Belgique, de l'Europe ou de la France, de quand même permettre encore de continuer à débattre sur ces matières-là. Première chose. Deuxième chose, sur des moments de décision ou de vote, on a rarement des votes purs votes pour ou contre, mais des votes multicritères, donc des votes un peu plus complexes. L'en ligne est vraiment bien parce que les gens sont focus, on n'ouvre pas le débat tout le temps et les outils nous permettant de faire des votes multicritères sont beaucoup plus faciles au fait derrière un écran que lorsqu'on doit leur écrire ou cocher une case, etc. Et les résultats sont beaucoup plus... on a moins d'erreurs dans le traitement des résultats et sont partageables tout de suite, au fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à combiner dans nos futurs processus délibératifs. C'est des moments de présentiel plutôt longs, avec des moments digitaux où tout le monde peut se rassembler sur des prises de décision ou des votes qui vont durer 45 minutes à 1 heure. Et donc, on trouve ce genre de combinaison vraiment riche. Et au fait, c'est à la demande au fait, de certains citoyens qui ont dit, mais ça, ce serait quand même bien, ça marche mieux au fait, en digital que lorsqu'on doit le faire, l'organiser, etc., en présentiel. Voilà, donc... Je vais jeter rapidement un coup d'œil à la montre. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Donc, en fait, les 2 prochaines questions sont assez similaires. En fait, je propose en fait, qu'on réponde à ces 2 questions-là et ensuite que je présente l'outil, de sorte à ce qu'on finisse plus ou moins dans les temps. Et puis après, si vous avez un peu plus de temps, on pourra peut-être répondre à quelques questions pour ceux qui pourront encore rester un petit peu après. Donc voilà, donc les 2 prochaines questions, c'est que faut-il prendre en compte et quelles sont donc les grandes étapes à suivre pour lancer une délibération réussie. Puis finalement, et la suivante, c'était pouvez-vous partager quelques conseils et astuces pour une délibération réussie. Donc en fait, c'est des questions qui sont très liées, donc peut-être très concrètement, de manière très paramétrique. Stéphane, Dimitri, pour vous, s'il y a quelque chose à prendre en compte, Dimitri? Steven a déjà répondu en partie à cette question un peu plus tôt. Hein. Donc, l'information... Donc, l'information cruciale, il faut que ces citoyens soient informés et soient informés de manière équilibrée, c'est-à-dire que si on parle de la problématique climat, on va
inviter des experts sur le réchauffement climatique, mais il faut aussi inviter des pétroliers, des constructeurs de voitures, etc. Hein, je caricature un petit peu, mais il faut de l'information contradictoire, et moi j'appelle ça de 360 degrés. Il faut que on ait, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il faut qu'on ait l'ensemble des acteurs là-dessus. Il faut donc une diversité d'opinions, une diversité de profils et donc souvent d'opinions, un contexte de réceptivité, comme dit Steven. Moi, je vais être plus. Je parle toujours un espace sécurisé ça c'est vraiment donc c'est pas chaleureux. Ça c'est vraiment la base. Et alors quand les gens arrivent, ils vont se dire je vais pouvoir m'exprimer, on va m'écouter, on va m'entendre et je vais écouter et entendre en toute honnêteté et respect. C'est vraiment important et ça c'est la clé de la modération et de l'équipe qui accompagne ça. Et donc on disait la facilitation, hein, donc je viens d'en parler. Donc ça, c'est vraiment enfin, voilà, pour reprendre d'autres mots ce que Steven avait dit. Steven? J'ajoute juste un point qui est essentiel et je sais aussi qu'on a déjà évoqué, mais c'est le respect de la délibération en étant transparent sur à quoi ça va servir. Sans cet élément-là, la délibération va échouer, voire être négative. Tout à fait. Et très vite, lorsqu'on vous demande de faire une délibération, d'organiser une délibération, la première question que vous devez demander, qu'elle soit une institution politique ou même une école, hein, une école qui veut faire une délibération avec les parents, par exemple, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec le fruit de nos réflexions? Et quelles sont les étapes prochaines? Parce qu'à la fin de la délibération commence la relation entre le citoyen et le politique. C'est à ce moment-là qu'elle commence parce que c'est à ce moment-là que le citoyen attend que le politique fasse quelque chose. Lui a travaillé, maintenant on vous propose de faire ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça doit être très clair dès le début. Merci beaucoup. Alors, je propose maintenant qu'on passe à la démonstration et ensuite, on répondra à quelques questions et on prendra en fait la dernière question qui était comment envisagez-vous l'avenir de la délibération à moyen terme comme mot de la fin pour clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vais maintenant donc, vous présenter l'outil. Donc concrètement, sur les plateformes Citizen Lab, donc on a différentes méthodes de participation. On peut créer différents types de projets de participation. Et donc aujourd'hui, une nouvelle méthode qu'on a développée, c'est une méthode où on va pouvoir faire de la délibération, en fait, organiser des ateliers d'échange en ligne, en direct. Donc, comment présenter donc, sur votre plateforme, donc voilà, ici c'est un design de test. Et après, je vous montrerai l'environnement rapidement pour vous montrer qu'il est assez simple d'utilisation. En fait, on va pouvoir donc avoir un environnement avec une vidéoconférence. Et on va pouvoir donc accueillir l'ensemble des participants dans une salle plénière, dans un lobby. Et donc, vous allez pouvoir créer en fait un atelier vraiment sur mesure avec autant de phases que vous le souhaitez, autant de moments d'échange que vous le souhaitez. Et donc, dans ce lobby, on va avoir l'ensemble des participants et un modérateur principal qui va donc expliquer comment ça va se dérouler. Et ensuite, on va pouvoir donc poser différentes questions aux participants. Et puis, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va ensuite pouvoir répartir les participants en sous-groupes. Donc, on parlait donc de ces groupes, maximum 18 à la fois. Nous, on considère que vu que c'est en ligne, on recommande de faire des participations avec 5 à 8 personnes à la fois, vu que c'est par vidéoconférence, pour que tout le monde puisse se parler et qu'on ne se coupe pas non-stop. C'est intéressant d'avoir des groupes plus réduits. Et donc, dans ces groupes, on va pouvoir vraiment avoir un échange, dialoguer, réfléchir sur une série de sujets, de questions qui vont être posées au préalable. Donc, on peut poser soit la même question à tous les groupes, soit des questions différentes en fonction des groupes. Et donc, chacun planche un peu sur un thème, sur un sujet précis. Et on va avoir donc des modérateurs qui pourront soit passer d'une salle à l'autre, soit rester dans la salle et donc modérer la discussion, essayer d'animer le débat, de faire tourner la parole, de sorte à ce que les citoyens puissent à distance échanger en direct, vraiment comme s'ils avaient une table de discussion. Puis ensuite, on va pouvoir aller un peu plus loin et donc même regrouper donc, les idées. Donc, on pourra aussi donc, prendre des notes écrites, hein, donc comme si on avait un post-it, donc directement prendre des notes, échanger sur ce qui se dit. Et ensuite, on va pouvoir donc, regrouper ces notes et donc même les commenter, les approuver, voter pour ces différentes propositions, de sorte à vraiment structurer la pensée. Et l'objectif, c'est d'arriver à une conclusion de groupe.
Donc vraiment ici, on est un peu dans cette logique de consensus, comme je disais, ou en tout cas avoir, si ce n'est pas une conclusion, une synthèse des réflexions du groupe qu'on va pouvoir donc rédiger ensemble afin au final de pouvoir se retrouver tous ensemble dans la salle plénière et donc de pouvoir ensuite partager donc la synthèse en tout cas des réflexions ou alors déjà des conclusions ou des prises de décision qui auraient été prises au sein de chacun des groupes. Et puis après, on va pouvoir donc clôturer l'atelier. Donc, très concrètement, en fait, si on va sur la plateforme, donc comment ça va se présenter? Ben voilà, ici, donc là, on aurait une liste d'ateliers. Donc, je clique sur l'atelier démonstration. Donc, ici, on va voir donc, la vidéoconférence qui va se lancer. Donc, voilà, bon, ici, je suis tout seul, mais donc on pourrait ici, donc, on est dans la salle plénière. Donc, on va être tous ensemble dans cette salle plénière. On peut aller jusqu'à 70 participants, 70 pour ceux qui nous écoutent depuis la France. Et donc, en fait, en tant qu'administrateur, en fait, très simplement, vous pouvez ajouter autant de phases que vous le souhaitez et autant de méthodes de participation différentes. Donc, est-ce qu'on veut poser des questions? Est-ce qu'on veut maintenant arriver à une conclusion? Vraiment, à vous de définir chacune des phases. Donc, voilà, donc là, ici, on voit, ben voilà, c'est une conclusion. Donc, on va la rédiger. Ça pourrait être une information, une question-réponse. Et donc, ensuite, on va pouvoir, donc, en tant que modérateur, décider de passer d'une phase à l'autre. Donc, ici, par exemple, je passe à une phase avec là un brainstorming général, donc en posant une question à l'ensemble des participants pour que chacun puisse y réfléchir. Donc là, si on est en salle plénière, on pourrait décider de couper les micros de l'ensemble des participants de sorte à ce que ce ne soit pas la cacophonie. Et ensuite, on passerait donc dans la troisième phase, qui là serait le début des discussions en sous-groupe. Donc là, on inviterait les citoyens à choisir en fait la salle, le sujet qui leur convient le mieux. Donc par exemple, ici, voilà, moi, le sujet numéro 2 me convient. Je clique dessus et automatiquement, en fait, il y a un nouvel environnement Jitsi, donc de vidéoconférence qui va se créer avec seulement les participants de ce groupe-là. Et donc là, on va pouvoir commencer à échanger et prendre des notes écrites. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil pour pouvoir répliquer en ligne des ateliers, des moments d'échange délibératifs avec les citoyens qu'on peut avoir en présentiel. Donc vraiment intéressant, particulièrement maintenant dans cette situation de distanciation sociale de coronavirus, mais c'est aussi intéressant en fait, pour pouvoir toucher les citoyens qui ne peuvent pas forcément venir se déplacer ou alors quand on est sur un territoire qui est assez large, si on travaille au niveau d'une région ou même d'un État, ça peut être vraiment intéressant. Alors, et donc évidemment, donc, comme je le disais, la plateforme Citizen Lab, donc on a différentes méthodes de participation aussi, donc ça peut venir se combiner. Donc on avait dû utiliser la participation citoyenne plus classique pour récolter des idées plus individuelles, et puis ensuite avec des groupes de citoyens, réfléchir, dialoguer, échanger de manière collective sur ces différentes propositions. Et donc là, ça va venir s'intégrer, donc on va vraiment avoir une solution de A à Z à ce niveau-là. Je ne sais pas si Stéphane, Dimitri, vous voulez intervenir? Oui. Il y a une question de Baptiste Camus qui demande s'il y a un facilitateur ou un script dans chaque sous-groupe où chacun peut contribuer à la synthèse. Alors, ça, c'est à eux de décider. Donc, chacun peut contribuer à la synthèse. Et donc, soit on y contribue tous ensemble, soit le groupe décide, nomme un scribe pour le sous-groupe.